Bonjour et bienvenue à notre première conférence en ligne, notre premier webinaire en français. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Moi, je m'appelle Anne Lagacé-Dawson, je suis directrice des communications de la Coalition canadienne de la santé. Je vous parle de Montréal, où Joe Jagger, le territoire non cédé des Kanien'kehá:ka des Haudenosaunee, les Mohawks de la Fédération des Six Nations. Ce webinaire se déroulera entièrement en français et on vous invite à poser vos questions et mettre vos commentaires dans ce qu'on appelle le Q&A et on ajoutera des informations dans le chat au long de notre webinaire sur le côté droit de votre écran. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est Maxime Fortier, Maxime Fortin, politicologue de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ou IRIS, qui est l'acronyme, qui célèbre son 25e anniversaire cette année. Maxime, qui est à Limoilou actuellement, a fait son doctorat à l'Université Laval à Québec. Il a été coordonnateur à la Ligue des droits et libertés et il a enseigné dans le réseau collégial de 2005 à 2023, donc a vécu les mouvements étudiants, dont celui de 2005 et 2012. Ses sujets de prédilection sont, entre autres, les droits civiques et l'action sociale, la lutte contre la pauvreté, la politique et les services sociaux, dont la santé. Alors, grand bonjour à toi, Maxime. Merci beaucoup de nous rejoindre de Limoilou cet après-midi. Bonjour, ça me fait plaisir. Et puis, commençons avec le budget du Québec, parce que je sais qu'Iris étudie de près, assiste à ce qu'on appelle le lockout, le lock-up à l'Assemblée nationale. Alors, parlez-nous un peu du contexte du Québec suite à ce budget-là. Oui, ben, c'est ça. L'IRIS a le privilège d'assister au huis clos médiatique du budget. Le dernier budget a été déposé le 25 mars. Il faut le dire, c'est un budget qui est déficitaire. Tout le monde l'a remarqué, mais ce que moins de gens ont remarqué, c'est que c'est un budget qu'on pourrait qualifier de proto-austéritaire. C'est-à-dire qu'il n'annonce pas de compression, mais il finance les programmes en dessous de l'inflation et en dessous de la hausse des coûts de système. Et on pourrait dire que pire encore, c'est qu'il véhicule le narratif que puisque le gouvernement vient de procéder à des investissements records, faut le dire vite, là, dans les dernières années, ben, il doit maintenant demander des comptes et optimiser comment l'argent a été dépensé. Et encore pire, ben, le plan du gouvernement pour retrouver l'équilibre budgétaire impose de limiter la hausse des dépenses à 1,7 % en moyenne sur 5 ans. Or, ben, le gouvernement va se retrouver devant deux problèmes de taille avec cette décision. Premièrement, ben, pour 2025-2026, l'inflation anticipée est de 2,25 %. Et deuxièmement, ben, l'évolution moyenne des dépenses dans les dernières années s'élève à plus de 4 %. L'IRIS calcule que le niveau de dépenses requis pour couvrir l'augmentation des coûts de système en santé atteint 3,8 %. Or, ben, l'augmentation qui est prévue dans le budget 2025-2026 n'atteint que 3 %, ne serait-ce qu'en santé. En santé, pour 2025-2026, donc c'est 65 milliards, 65,5 milliards d'argent octroyé, donc une augmentation de 3 %. Et pour 2026-2027, ben là, on parle d'une augmentation de 2 %. Donc, on va vers une réduction des investissements en santé qui nous amène vers une forme d'austérité déguisée d'une certaine façon. Et au niveau des dépenses globales, ben, l'IRIS calcule que pour couvrir la hausse des coûts de système pour l'ensemble des programmes, ben, il nous faudrait une augmentation de 3,1 % qui serait nécessaire, ben, alors que le budget 2025 n'atteint que 1,8 %. Donc, au Québec, on entre dans une nouvelle phase austéritaire en santé et pour l'ensemble des services, malheureusement. Et on le sent d'ailleurs parce que je peux témoigner, ma fille qui est infirmière, aussitôt qu'elle sort du cégep, elle se fait certifier comme infirmière, elle commence à travailler à St. Mary's, elle se fait mettre à la porte. Puis il y a eu 1 000 mises à pied à l'intérieur du système de santé au Québec, alors qu'il y a un manque criant de médecins, de places à l'urgence, etc. C'est que c'est quand même, c'est comme une espèce de dissonance cognitive. On se rend compte qu'il y a des manquements sérieux, puis en plus, on coupe le budget. Oui, il y a plusieurs éléments, on pourrait dire, contradictoires dans l'approche du gouvernement, notamment en santé. Au niveau des priorités qui ont été identifiées, les priorités de la CAQ au niveau de la santé, on en a identifié quelques-unes. Il y en a plusieurs qui sont intéressantes.
comme par exemple réduire le temps supplémentaire obligatoire, implanter l'autogestion des horaires du personnel, limiter le recours aux agences de placement, favoriser le soutien à domicile, améliorer la première ligne, implanter la sécurisation culturelle. Euh, Bien entendu, on applaudit à deux mains à la réduction du temps supplémentaire obligatoire. On applaudit aussi à deux mains la limitation du recours aux agences de placement privé. Idem pour le soutien à domicile, idem pour la première ligne, idem pour la sécurisation culturelle. Et ceci dit, on aimerait en savoir davantage sur l'autogestion des horaires. Par contre, ben, on se serait quand même attendu à l'annonce d'un virage soins à domicile, d'une politique nationale de soins à domicile, de programmes avec des cadres réglementaires et financiers. Pour l'instant, le dernier budget ne fait qu'annoncer que le soutien à domicile est prisé par l'État québécois. Les montants consentis à la protection des aînés et à ce type de soins risquent de servir principalement à l'achat de places et de services dans les RPA et les CHSLD privés. Et au final, ben, ce qu'on craint, c'est que cet argent va finir dans les coffres des cinq grandes chaînes privées à but lucratif qui dominent le marché québécois de l'hébergement longue durée. Au niveau là, des agences privées, ben, euh, on l'a mentionné, on est tout à fait, on se réjouit que le gouvernement ait l'intention de les limiter. Par contre, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'annonce pas une intention plus ambitieuse, carrément, s'en dispenser et de mettre fin à l'utilisation des agences privées. Donc, à court et moyen terme, c'est pas seulement la limitation du recours aux agences privées qu'il faudrait annoncer, c'est la fin du recours aux agences privées. Euh, Au niveau de autre approche aussi qui peut amener des critiques, le gouvernement dit vouloir accroître la sécurisation culturelle des personnes autochtones dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il consacre une somme de 10 millions par année, un montant quand même assez minime, étant donné l'ampleur de la discrimination systémique qui existe dans le système. Mais là où vraiment on peut souligner l'aspect contradictoire de l'approche gouvernementale, c'est que le gouvernement s'enligne dans la voie de la sécurisation culturelle, mais en même temps, il refuse de reconnaître le racisme systémique et de respecter le principe de Joyce, deux principes vraiment au cœur des revendications des communautés autochtones. Donc, ne serait-ce que pour l'obstination du gouvernement caquiste à ne pas reconnaître le racisme systémique et le principe de Joyce, mine en soi cette action-là et cette stratégie-là. Et Et je vais juste intervenir pour ouais, dire la mort de Joyce Echaquan a choqué pas seulement les Québécois, mais ça a été, il y a un choc qui s'est répandu à la grandeur du Canada, sinon dans le monde. Et là, suite à cet événement, cette mort si injuste, ils ont établi un bureau du principe de Joyce. Les Atikamekw de Manawan ont mis en place ou ont créé un bureau où on peut les consulter, on peut même faire venir des personnes pour parler de ce racisme systémique que la CAQ veut renier tout en finançant euh, des ressources pour contrer ce racisme qui n'existe pas formellement. Enfin, et pour terminer sur l'approche gouvernementale de la CAQ au niveau de la santé, ben, il y a une bonne partie de la stratégie du gouvernement du Québec qui repose sur la toute nouvelle agence Santé Québec. voilà. Puis, qu'est-ce que c'est que Santé Québec? Ben, c'est une société d'État qui est chargée de coordonner les opérations du réseau de la santé et des services sociaux. Elle est devenue l'employeur unique du réseau et responsable de l'attraction de la rétention du personnel. Sa création est officiellement là, amorcée le 9 décembre 2023 par l'adoption du projet de loi 15 qui vise à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. Et ben, Santé Québec a entré en fonction à partir du 1er décembre 2024 et elle est chapeautée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, donc elle relève de l'autorité de Christian Dubé. Sa présidente, déjà là, il y a petit drapeau rouge. Sa présidente, Geneviève Biron, provient du secteur privé. Elle provient du groupe Biron Santé. Déjà, les salaires octroyés aux dirigeants ont de quoi aussi faire lever des petits drapeaux rouges. Donc, 543 000 de salaire, ce qui en fait une des fonctionnaires les mieux payés au Québec. La présidente du conseil d'administration, autre petit drapeau rouge, Christiane Germain, qui nous provient du groupe privé, Groupe Germain. Et, ben, C'est une chaîne Santé d'hôtels. Québec. Comment? C'est une chaîne d'hôtels. Ah oui, effectivement. Donc, Euh, les autres ont de l'expérience dans le public, mais zéro expérience dans le public. euh,
Santé Québec, sitôt créé, sitôt dans la controverse. Santé Québec avait le mandat de couper dans la bureaucratie et de dégager des économies. Or, malheureusement, dès la première année d'existence, ben, l'agence a été critiquée pour avoir ben, de un, alourdi la bureaucratie en augmentant de 12% le nombre de hauts dirigeants, dépassé les coûts dans le dossier santé numérique, dépenser plus de 3 millions en contrats privés, là, cybersécurité, finance, etc. Augmenter le salaire des gestionnaires et, ça, quand même, il faut le faire, engager un gestionnaire entaché par l'affaire Joyce Echaquan en la personne de Daniel Castonguay. Quand même, il faut le faire, c'est assez maladroit. Euh, donc, la question qu'il faut se poser, et là, je fais un parallèle avec un dossier qui a rebondi dans l'actualité récemment, c'est que devrons-nous, comme les Britanniques avec NHS England, attendre plus de 10 ans avant de constater qu'une telle structure crée plus de problèmes qu'elle n'en règle et engouffre plus de données publiques qu'elle n'en économise? Alors que Santé Québec connaît ses premiers soubresauts, ben, le gouvernement britannique vient d'annoncer qu'il abolit l'équivalent de cette agence de santé en Angleterre, NHS England. Et il y a un organisme qui ressemble à ça en Alberta, l'équivalent d'une agence santé en Alberta, qui pose plein de problèmes et il y a plein de scandales qui entourent cette agence-là. Nos amis du Friends of Medicare en Alberta en parlent constamment sur leur site web, puis sortent des communiqués. Et Daniel Smith n'arrête pas de le défendre. Alors, ce modèle-là, on s'attend, il faut-tu attendre 10 ans jusqu'à ce qu'on l'abolisse au Québec? On se le demande. Mais enfin. Oui. Tout ça, donc, austérité cachée ou un peu implicite, sans le déclarer au Québec en ce qui a trait à la santé. Et là, on s'en va vers des élections au Québec dans un an environ, et tout le monde prévoit que la CAQ va probablement perdre, le Parti québécois risque de prendre le pouvoir, ou en tout cas, la CAQ va baisser beaucoup, l'appui à la CAQ est en train de descendre. Euh, et là, actuellement, on est dans une élection fédérale où la santé n'a pas vraiment surgi ou très peu surgi. Je me demande qu'est-ce que c'est la relation entre Ottawa et Québec en ce qui a trait à la santé dans cette espèce de ce paysage qui est en mouvement assez marqué actuellement, là. Oui, ben, les élections fédérales ont des incidences très importantes pour les systèmes de santé provinciaux, notamment au Québec. Le Québec, comme toutes les autres provinces, dépend du fédéral. Il dépend des transferts fédéraux, qui sont une part là, significative du budget de la santé, là. Les transferts fédéraux en santé du fédéral représentent plus de 20% là, des revenus du ministère de Santé et Services sociaux. Euh, Avant cette élection, la question des transferts fédéraux en santé a été la source d'une nouvelle discorde Québec-Ottawa. Vous allez me dire, on n'en est pas à une ou deux discordes Québec-Ottawa, mais il y en a eu une nouvelle qui a eu pour origine la télémédecine et la consultation virtuelle. En 2020-2021, le Québec a facturé à ses citoyens et citoyennes 41,9 millions pour des consultations en télémédecine et en consultation virtuelle. Il faut savoir aussi qu'avec la pandémie et les nouvelles technologies, là, ce type de consultation-là est en pleine explosion. Selon Ottawa, en 3 ans, la proportion de soins de santé prodigués de cette manière-là est passée de 3% à 18%. Et dans un effort pour ralentir la privatisation des soins de santé au pays, bien, Ottawa a retranché 49,9 millions de dollars au Québec en 2020-2021 parce que ces services étaient censés être couverts. Les Québécois et Québécoises n'avaient pas à être facturés pour ces services. Ils ont donc été surfacturés et Ottawa a décidé de couper le Québec en fonction de cette surfacturation. Et la décision a vraiment suscité une réaction immédiate du gouvernement québécois qui a dénoncé l'ingérence du gouvernement Trudeau en matière de santé. Et bien entendu, un dossier comme tel va inévitablement revenir dans le débat public euh, lors de cette campagne et après la campagne. Et il est à souhaiter quand même que sur cet enjeu, le prochain gouvernement sera en continuité de l'ancien au niveau des principes. Le prochain gouvernement peut envoyer un signal quand même assez clair aux provinces. Il est important que ce message soit qu'elles seront coupées si elles participent à la privatisation ou qu'elles réduisent l'universalité des services. Au Québec,
il est important quand même qu'on reconnaisse que derrière tout le discours dénonçant l'ingérence fédérale, et oui, dans le passé, il y a eu de l'ingérence fédérale, les compétences du Québec n'ont pas toujours été respectées, et oui, les Québécois, Québécoises ont plein de doléances légitimes par rapport à cet enjeu-là. Mais en ce moment, il est important qu'on reconnaisse que derrière le discours dénonçant l'ingérence fédérale, il y a une volonté de privatiser les services. Il y a une intention de laisser, de faire une place, d'aménager une place au secteur privé et que le Québec soit sanctionné pour ça. Ce n'est pas une ingérence fédérale comme telle, c'est strictement qu'il n'avait pas respecté la loi canadienne sur la santé. Ça, c'était le ministre Duclos qui a fait ça. C'est le ministre qui a Effectivement. précédé Mark Holland. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où, oui, le Québec s'est fait couper des transferts et, bien entendu, cette décision-là n'a pas plu aux instances gouvernementales québécoises, mais il faut se poser la question, est-ce que nous, au Québec, on n'est pas en train de, se, de placer notre propre population dans des standards inférieurs à ceux des autres provinces? La privatisation au Québec, elle semble avancer à vitesse grand V. Si on regarde juste l'hébergement longue durée, au niveau de l'hébergement longue durée, c'est au Québec qu'on retrouve une donc, on retrouve une grande proportion des RPA privés. L'hébergement de longue durée au Québec se développe dans un modèle qui est, somme toute, semi-privé. Et là, il y a une nouvelle ministre de la Santé qui a été nommée, mais on est tout de suite tombé en élection. On parle peu ou à peu près pas de la santé actuellement, mais là, on est à peu près à mi-chemin dans la campagne. Alors, je me demande si on pourrait aborder la question de l'assurance médicaments. Le NPD a réussi à faire pression sur le Parti libéral et sur le gouvernement, puis on a réussi à avoir un projet de loi qui a passé, mais qui ne distribue ou qui ne met l'emphase sur deux sortes de médicaments, des médicaments reliés à la santé reproductive et au diabète. Et là, il y a aussi la question de l'assurance dentaire. Alors, le Québec a dit, nous, on n'a pas besoin d'assurance médicaments, alors qu'on sait que c'est pertinemment faux. Puis il y a des gens qui assistent à notre réunion aujourd'hui, qui travaillent sur ce dossier-là, à même la Coalition canadienne de la santé au Québec. Et l'assurance dentaire est très bienvenue au Québec, là. C'est vraiment, il y a encore beaucoup de problèmes de dentition au Québec reliés à la pauvreté. C'est ici qu'on vend le plus de dentiers au Canada. Il y a de plus de denturistes au Canada. La majorité, ou un bon 50%, sont ici au Québec. Alors, si vous avez une question, un commentaire, je vous invite à le mettre dans le Q&A, puis on va essayer de s'adresser à vos préoccupations, parce que je sais qu'il y a des collègues sur l'appel qui travaillent sur ces dossiers-là. Et puis, je pense surtout à Keith Newman, qui siège sur le CA de la coalition, qui travaille sur ces dossiers-là depuis des années. Alors, je ne sais pas comment tu vois ça dans le contexte du débat de la santé. L'assurance dentaire, l'assurance médicaments. Oui, ben, on est, comme tu l'as mentionné, Anne, la santé n'est clairement pas un thème vedette de cette campagne. Il a fallu que j'aille gratouiller, que j'aie voir dans les programmes, dans les sites. Il y a il y a quelques acteurs sociopolitiques là, qui sont parvenus à rassembler là, les différentes positions des partis en santé. J'en mentionne quelques-unes. Au niveau du Parti libéral, côté des soins dentaires, on propose un élargissement de la couverture pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. C'est une mesure qui bénéficierait environ à 4,5 millions de personnes et qui amènerait potentiellement une économie annuelle estimée à 800 par personne. Au niveau de l'assurance médicaments, là, il n'y a aucun nouvel engagement. Des négociations sont en cours avec les provinces et territoires là, au moment là, de se parler, mais pour ce qui est de l'assurance médicaments, il ne semble pas y avoir d'engagement très ferme. Du côté du Parti conservateur, autant du côté des soins dentaires que de l'assurance médicaments, on parle d'un engagement à maintenir les programmes actuels sans en étendre la portée. Donc, il ne semble pas y avoir d'opposition frontale, mais il n'y a pas vraiment d'enthousiasme ou de volonté d'aller plus loin.
Du côté de la santé mentale et des dépendances, le Parti conservateur parle de créer 50 000 nouvelles places en traitement des dépendances axées sur la guérison et l'abstinence. Donc là, on se dirige quand même dans une logique plutôt guerre à la drogue et guerre à la consommation, et c'est assez clair avec leur position sur l'opposition au site de consommation supervisée au programme d'approvisionnement sécuritaire. On parle même de mettre fin au financement fédéral prévu, et on parle aussi d'accroître les sanctions contre le trafic de drogue. Et fait des services de garde, ben là, on parle encore du maintien des ententes actuelles à 10 par jour, mais avec une plus grande flexibilité pour le provincial et aucune expansion prévue. Du côté du NPD, ben, l'assurance médicaments universelle, ben, c'est un engagement. Et on s'engage à élargir la couverture universelle, s'appuyer sur les gains obtenus lors de la législature précédente. Du côté des soins primaires, là aussi, c'est un engagement de garantir l'accès universel à un médecin de famille d'ici 2030. Et on veut jouer aussi sur on veut jouer sur un déterminant social de la santé important, c'est-à-dire le logement. On veut investir dans le logement social, considérant que le logement et l'habitation sont un déterminant social de la santé important. Du côté du Bloc québécois, la position est assez simple, c'est qu'on veut un respect vraiment là, des compétences provinciales. Et du côté du Parti vert, il y a quand même plusieurs mesures, là. Il y a une pléthore de mesures, là, intégration complète des services de santé mentale au régime public, mise en œuvre d'un régime public pour couvrir les médicaments prescrits, extension de la couverture des soins dentaires, donc, etc., etc. Mais bref, on sent vraiment que la santé n'est pas une thématique vedette de la campagne, et que les acteurs de la santé ont intérêt vraiment à tenter de la positionner d'ici le scrutin. Ben, on fait ce qu'on peut. Du côté de la Coalition canadienne de la santé, on va faire une conférence de presse la semaine prochaine pour essayer d'insérer la question de la santé dans les débats qui auront lieu la semaine prochaine à Montréal. Les débats des chefs anglais et français seront enregistrés et diffusés de Montréal. Et Mark Carney a dit il l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, il a dit au Canada, aux États-Unis, la santé, c'est big business et au Canada, c'est un droit. Mais il n'en dit pas plus. Il dit pas universel, il dit pas payeur unique, il ne précise pas. Et c'est peut-être voulu dans le sens que eux, ils misent gagner les élections, puis après, on verra, puis on soupçonne que ce sera assez austère comme approche au financement, comme dans les années 90 sous Paul Martin. C'est un peu un type qui représente cette espèce de vision néolibérale. Je ne sais pas comment vous, en tant que politicologue, vous voyez le phénomène Carney sur le, C'est sûr que quand on regarde le personnage ou son profil, ce serait difficile d'anticiper une continuité avec la tournure plus progressiste qu'a eu le Parti libéral fédéral dans les dernières années. Et je mets quand même des guillemets à progressiste. Il y a sur plusieurs enjeux que le Parti libéral n'a pas été très progressiste. Mais si on compare le Parti libéral de Justin Trudeau des dernières années, ben, c'est un parti libéral qui était moins à droite que certains partis libéraux qu'on avait connus. Mais là, je pense qu'avec Carney, on va revenir à un parti qui est plus centre-droit, que les gens vont beaucoup plus reconnaître comme un gouvernement euh, qui tend à droite, qui a certaines positions progressistes compatibles avec des revendications de gauche, mais que le cœur des politiques de Carney va être plus néolibéral. Il serait difficile d'anticiper autre chose qu'un retour à une politique plus centriste et plus à droite de la part des libéraux. Et là, on voit que le NPD semble être écarté. Là, les derniers sondages, j'ai regardé ce matin, c'est pas très réjouissant pour le Parti néo-démocratique pour lequel je me suis présentée à deux reprises. Le NPD est à 8%, les conservateurs à 38% et les libéraux sont à 44%, ce qui veut dire qu'ils sont potentiellement capables de prendre 191 sièges sur les 343 sièges qui existent maintenant à la Chambre des communes. Donc ça, c'est territoire majoritaire.
Alors là, on essaie d'insérer la question de la santé sur le... Mais les gens sont tellement... Il y a comme une ruée vers le Parti libéral à cause des tarifs, des menaces de Trump. Et je me demande comment est-ce que le Québec se situe dans cette espèce de crainte collective que tout le monde semble éprouver à la grandeur du Québec et du Canada. Ouais, ben le Québec est particulièrement sensible à, bon, on va dire au vent de panique qui souffle en ce moment. Faut se rappeler qu'une bonne partie de la classe politique québécoise, notamment les indépendantistes, les souverainistes québécois, se sont ralliés au libre-échange. Des personnalités comme Bernard Landry, Jacques Parizeau, donc Lucien Boucher. Donc, le cœur même du mouvement indépendantiste, souverainiste, dans les années 80-90, c'est rallié au libre-échange, on fait campagne pour le libre-échange. Donc, euh, le Québec comme tel s'est lancé dans l'aventure libre-échangiste et a accepté cette idée de marier son destin avec celui des États-Unis. Donc, et ironiquement, du côté des indépendantistes québécois, il y avait vraiment l'idée de jouer les États-Unis un peu contre le Canada anglais. C'est-à-dire que plus le Québec allait commercer avec les États-Unis, plus il allait d'une certaine façon s'autonomiser du Canada anglais, plus ça allait être facile de faire l'indépendance. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais il y a toujours eu cette idée-là un peu que plus le Québec commerce avec les États-Unis, plus il devient autonome du Canada, plus on peut se séparer du Canada. Mais là, on se retrouve dans une situation où ben, les États-Unis sont un partenaire euh, peu fiable et déloyal pour à peu près tout le monde, y compris pour le Québec. Donc, le Québec est forcé de réévaluer sa relation économique et politique avec les États-Unis et nécessairement aussi forcé de réévaluer sa relation économique et politique avec le Canada anglais. À quelque part, je pense qu'il y a des indépendantistes qui se posent la question, OK, le Canada anglais, on pourrait peut-être s'en séparer, mais est-ce que ce serait pas mieux de commercer avec l'Ontario, l'Alberta, l'Est, l'Ouest, plutôt qu'avec les sbires, de tenter de constamment négocier, de se plier aux caprices de Donald Trump et potentiellement des autres présidents qui vont, somme toute, avoir quand même aussi une posture protectionniste, là. Euh, Joe Biden avait amené un tournant quand même protectionniste. Donald Trump le radicalise et le multiplie par 100, mais visiblement, le protectionnisme va avoir de beaux jours dans les prochaines années en Amérique du Nord. Et si le Canada se met en mode attente, si le Québec se met en mode attente, il risque d'attendre longtemps. J'avais oublié en 1988 la fameuse élection libre-échange qui a eu lieu. J'avais oublié que les indépendantistes s'étaient mis du côté du libre-échange autant que ça. Puis là, en y pensant, je pense qu'il y a eu comme il y a une certaine rancune de la gauche canadienne-anglaise envers le Québec parce que la gauche canadienne-anglaise en Ontario, où moi j'habitais à l'époque, là, il y avait des manifs contre le libre-échange. Puis des personnes qui organisaient ces manifs-là trouvaient vraiment agaçant, sinon carrément, ben, en tout cas, contre-productif, la position du Québec à l'époque. Alors là, en anglais, on dit All the little chickens have come home to roost un peu. Là, c'est 40 ans plus tard, on voit que c'était ce groupe-là qui s'y opposait au libre-échange qui avait probablement davantage raison, si je peux dire. En tout cas, c'est une Oui, dure leçon pour les souverainistes aussi. Hein. C'est dur oui, à... et ce qui est particulièrement problématique en ce moment, c'est que à chaque accord de libre-échange, la position américaine était quand même assez dure. Il était difficile pour le Canada d'en sortir avec un accord qu'on va dire gagnant-gagnant. Mais le narratif américain actuel, c'est que les États-Unis se sont toujours fait avoir. Donc, imaginez à quel point les négociations à venir vont être impossibles. Tu sais, déjà dans un contexte où il semblait avoir une forme de bonne foi entre les deux pays, les négociations étaient extrêmement difficiles parce que à quelque part, les États-Unis voulaient le beurre, l'argent du beurre et le reste. Imaginez dans un contexte où le narratif, c'est on s'est fait avoir depuis le début. Ouais, c'est vraiment mauvaise foi, ça commence même pas à décrire ce point de vue-là. Et là,
au Québec, le Bloc semble aussi avoir été écarté avec le NPD. Donc, c'est comme un peu, tout est sous transform. Le débat est en train de se transformer dans quelque chose d'autre. Je ne sais pas Ouais. ce que tu en penses de ça. C'est comme, Ben, le bloc peut difficilement s'insérer dans la politique fédérale actuelle, puisque le, le thème numéro un, c'est la menace la menace d'une guerre commerciale. Donc, le bloc là-dedans n'a pas grand-chose à dire, ne peut pas être élu, donc il devient un peu impertinent et les souverainistes se disent que si ils veulent faire l'indépendance, en quelque part, mieux vaut miser sur le Parti québécois qui a le vent dans les voiles au niveau des sondages au Québec. Que des gens voient peut-être remplacer la CAQ, soit comme gouvernement majoritaire, minoritaire, ou voient être l'opposition officielle aux prochaines élections. Donc, je pense que les gens qui croient à l'indépendantisme québécois vont possiblement tout miser sur le Parti québécois dans les prochains temps. Ils vont peut-être délaisser le Bloc québécois qui, lui, le Bloc et le NPD sont se retrouvent un peu à être laminés dans le paysage. C'est, on revient à une dynamique de bipartisme qui a caractérisé la vie politique canadienne depuis la Confédération. Le Canada a toujours beaucoup été ballotté entre une force conservatrice et une force libérale. La force libérale prend plus souvent le pouvoir que la force conservatrice, mais grosso modo, c'est un pays où il y a une alternance entre les conservateurs et les libéraux. Et ben, dans les dernières années, on sentait qu'il y avait plus d'enjeux, plus de latitude pour le débat. Mais là, il y a une espèce de contexte d'urgence qui fait qu'on se colle à des gens qu'on considère qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous protéger des menaces, qui peuvent éviter le pire. Et donc ça favorise pas des forces ça favorise pas un discours un peu anti-système comme avait Poilievre v'là quelques mois. Ça favorise pas des forces qui veulent changer le système ou réformer le système, comme Québec solidaire, la NPD, etc. Donc, ça favorise vraiment les gens qui représentent le statu quo et qui peuvent utiliser les outils et les institutions du statu quo pour protéger la population dans un contexte où c'est assez un président américain qui parle d'annexer le Canada, on n'avait jamais entendu ça. non. Malgré qu'il en parle moins, probablement, entre autres, parce que enfin, il a été conseillé par le fameux ami, le fameux ami de J.D. Vance, qui est un député conservateur. Enfin, la question de l'annexation a vraiment allumé un feu Oui. nationaliste à la grandeur du Canada et même du Québec. Moi, je vois des drapeaux du Canada à Montréal, ce que je voyais jamais. Mais puis j'imagine, je ne sais pas si vous en voyez à Québec, là, ça serait peut-être dans la région Mais de Québec. il y a le Canadian Pride, je dirais, n'a jamais été aussi fort, même au Québec. Puisque, à un moment donné, l'insulte est allée tellement loin, tu sais, c'est de nier même l'existence de l'État, de la communauté politique, de dire que, oh, mais dans le fond, ils rêvent juste d'être avec. Leur population rêve juste de se greffer à nous. Tu sais, dans la négation de l'existence de la communauté politique, c'est quand même. Moi, j'ai jamais vu un chef d'État parler aussi cavalièrement de l'annexion d'un autre pays avec lequel il est supposé être en alliance. Mais ça s'est sûrement passé déjà, mais pas aussi ouvertement, d'une façon aussi crue. Parce qu'on C'est sait ça. que ce désir d'annexation, ça accompagne le capitalisme, c'est clair. Mais là, tu sais, en pleine phase de même, comme ça, là, je pense que ça a pris tout le monde à court. Mais je me demande, la question de la langue aussi, je ne sais pas qui l'a dit, si c'est pas Trump, mais le français, ça, on n'en tient pas compte, là, c'est pas important, ça. Je pense que ça a dû aussi déranger Oui. certaines personnes. Moi, ça me dérange, en fait, mais en fait. Ouais, puis tu sais, les références au fait que les lois québécoises nuisent au commerce, à la limite, pourraient être considérées comme désavantageants à certaines firmes américaines. Tu sais, Trump se permet de remettre en question l'existence du Canada, le fait français en Amérique du Nord, il n'y a rien à son épreuve, visiblement.
Oui, puis puis nous, on a vraiment remarqué aussi quand il a dit, oh, peut-être que les Canadiens et les Québécois aimeraient le système de santé américain. Ouais, Euh, non, ça, il y a eu un non retentissant à la grandeur du Canada et du Québec quand il a dit ça. Il l'a dit comme ça, sans trop y penser, mais je pense que ça a mis une crainte, une peur profonde dans le monde, là. ouais, ben, en fait, il y a beaucoup de Canadiens, Canadiennes, il y a beaucoup de Québécois, Québécoises qui aiment les États-Unis, qui apprécient beaucoup d'aspects de la société américaine. Mais je pense que le système de santé américain, il n'y a pas beaucoup de gens au Canada et au Québec qui envient le système de santé américain. Je pense que le système de santé américain est un repoussoir pour beaucoup, beaucoup de Canadiens, Canadiennes, de Québécois, Québécoises. Donc, tu sais, je pense qu'un président américain n'a pas avantage à parler du système de santé de son pays quand il est à l'extérieur. Non. Et là, il me semble qu'on a vu une étude récente qui disait qu'il y a environ 45 à 50 000 personnes qui meurent par manque de soins par année aux États-Unis. Puis ça, c'est probablement un chiffre qui est trop bas parce que c'est difficile de savoir exactement, mais les gens qui n'ont pas de couverture au travail, qui ne sont pas couverts par le public, euh, ils ne vont pas quand ils ont mal à la poitrine ou quand ils ont une infection, puis ils se ramassent à l'urgence, puis c'est trop tard. Ouais, la population américaine en général est, je dirais, desservie par son système de santé services sociaux et il faut ajouter à ça toute la discrimination vécue à l'intérieur de santé services sociaux par les minorités racisées, par les minorités sexuelles. Tu sais, non seulement la population en général aux États-Unis ne profitent pas d'un bon système de santé, mais les groupes minoritaires et minoritaires et marginalisés, pour eux, la situation est encore pire. Et là, c'est super intéressant parce que toi, tu es dans la région de la capitale nationale qu'on appelle la ville de Québec. Je ne sais pas ce que vous entendez ou ce que vous voyez sur le terrain, parce que là, on parle de la possibilité que Jagmeet Singh perd son siège à Burnaby, que Elizabeth May perd son siège en Colombie-Britannique, que même Pierre Poilievre perd son siège dans la région autour d'Ottawa. Tellement que les libéraux font des percées dans des endroits où jusqu'à récemment, c'était vraiment pas majoritaire. Alors, je sais pas ce que ça donne comme En tout cas, image. nous, ben, juste pour faire du pouce sur l'actualité, disons que pour Québec Centre, ça se précise de plus en plus parce que la candidature conservatrice a été écartée puisqu'elle ne respectait pas les signatures. Donc, bref, au niveau de l'éligibilité, n'était pas éligible. Donc, la- le Parti conservateur n'a pas de candidature dans cette circonscription-là. C'est le ministre Duclos pour le Parti libéral qui se présente. Donc, tu sais, il y a quand même plusieurs vedettes libérales à Québec qui, je pense, vont aller vers des victoires assez faciles. Euh, le NPD est très, très, très peu implanté dans la région de Québec, ne serait-ce que dans Québec-Centre. Et je dirais que l'implantation a beaucoup marché au moment du phénomène Jack Layton, mais après ça, ça s'est beaucoup, beaucoup étiolé. Euh, le Bloc québécois reste une force avec laquelle il faut compter au niveau électoral dans la région de Québec. Donc, il devrait y avoir une forme de division du vote entre beaucoup les libéraux, les conservateurs et le Bloc. Le NPD, je pense pas va faire élire personne dans la grande région de Québec. Euh, Parti vert aussi, les chiffres risquent d'être assez faméliques. Donc, on risque d'avoir des chiffres assez forts pour le Parti conservateur en banlieue, pour le Parti libéral au centre-ville et dans la périphérie urbaine là, immédiate, puis le Bloc québécois ben, réparti là, au travers de la région. Je vais me permettre de faire une mini promotion pour Iris, qui a sorti ce livre-là. Ça a été publié par Éco-Société, rédigé par Anne Plourde, la collègue de Maxime, sur les questions reliées à la santé, qui est un excellent compendium, je ne sais pas comment dire ça, là, là, on ramasse vraiment les éléments les plus importants. Puis ça a été publié récemment, je pense. Je l'ai acheté à un rassemblement de la CSN.
l'an dernier pour Ouais, la santé. c'est un gros succès, c'est un gros succès en termes de vulgarisation. C'est vraiment un ouvrage qui permet de vulgariser plusieurs décennies de privatisation de la santé au Québec. C'est ça, ça a été publié en 2024. Ouais. Ça serait intéressant d'avoir un livre semblable en anglais sur ce qui se passe au Canada anglais, sauf que c'est différent d'une province à l'autre. Mais le fait est qu'on est en train de perdre du terrain. Et je me demande comment est-ce que tu vois si tu veux spéculer sur le résultat des élections, parce que on s'en va vers une majorité libérale, mais c'est pas acquis. Et là, on voit Poilievre se vanter du nombre de personnes qui assistent à ces rassemblements. Mais c'est quand même un peu drôle parce que les rassemblements qui ont le plus de succès sont en Alberta, alors qu'il y a 30 députés conservateurs élus en Alberta, puis ils ont à peu près 100 000 membres dans le parti, juste en Alberta. Mais, et puis, il a sorti Stephen Harper récemment là, du placard, ce qui est un Ben, message mixte pour bien des gens, mais en tout cas, je ne sais pas comment tu vois ça. clairement, l'élan conservateur a été cassé par la guerre commerciale. Je veux dire, v'là quelques mois, c'était assez évident que le gouvernement Trudeau était usé, désorienté et se destinait à une cuisante défaite. Les sondages le démontraient et l'action même du gouvernement montrait qu'il restait plus grand essence dans le réservoir, visiblement. Le- la guerre commerciale a vraiment tout changé, a tout changé. Elle a créé un contexte où, ben, de un, ça devient difficile pour Poilievre de ne pas être l'ennemi de Trump et ça lui nuit d'être perçu comme le Trump canadien et l'ami de Trump au Canada. Donc déjà ça nuit à Poilievre. Et ben, les libéraux se sont choisis un chef qui représente un peu le technocrate économique qu'on a besoin pour une situation de ce type-là. Donc, il y a une espèce d'adéquation parfaite entre le personnage qui arrive, bang, dans l'histoire et ce qu'on a besoin pour l'histoire. Donc, Mark Carney arrive avec un profil qui est exactement le profil du premier ministre qu'on souhaiterait dans un contexte comme ça. Donc, ça le favorise énormément. Et, il va être difficile pour les conservateurs de renverser la tendance, même si je pense que Mark Carney, comme politicien, a de grosses faiblesses. Je pense qu'il ne maîtrise pas complètement son programme. Je pense que le programme non plus est assez ténu. Donc, si Mark Carney fait une campagne pas trop maladroite, je pense qu'il va arriver gagnant au fil d'arrivée, lui et son parti. Par contre, on n'est pas à l'abri de surprises, on n'est pas à l'abri de gaffes, on n'est pas à l'abri de scandales. Et il est très possible qu'un gouvernement conservateur minoritaire soit le résultat de cette élection, même si je pense qu'on peut quand même anticiper un gouvernement libéral minoritaire ou majoritaire. Euh, je pense qu'il faut aussi anticiper des résultats assez modestes pour le NPD, le Bloc et le Parti vert. Nous, on a fait un sondage l'été dernier sur les attitudes des Canadiens et des Québécois en rapport avec la santé. Puis, dans un des résultats qu'on a eu, c'est que les gens qui s'identifient comme étant conservateurs étaient à 63% pour l'assurance médicaments. Ce qui est un résultat qui nous a surpris, mais peut-être pas si surprenant que ça. En tout cas, ça, c'est. Donc, il y a des contradictions à même Ouais. le parti conservateur. Et je me demande si on aurait eu un résultat semblable sur l'assurance médicaments au Québec. Euh, et certainement, les Québécois aiment beaucoup l'assurance dentaire. Alors, je ne sais pas comment est-ce que la santé figure dans ce décor-là que tu viens de décrire. Parce que les conservateurs qui sont contre les taxes, contre les programmes sociaux, contre l'intervention gouvernementale, sont pour l'assurance médicaments.
il devient. En même, c'est toute la difficulté de maintenir une espèce d'équilibre entre la cohérence idéologique et l'appui des groupes qui te permettent d'être élu. Euh, Tu sais, les conservateurs sont hostiles à l'intervention gouvernementale, à l'interventionnisme étatique, aux programmes sociaux, mais ils se font élire par des gens qui souvent en bénéficient. Donc, il y a tout cet équilibre entre dire que ça, c'est pas bien et qu'on ne devrait pas faire ça, et ben, faire en sorte que si on les enlève, on va pas perdre le vote des gens qui en bénéficiaient. Donc, les conservateurs doivent beaucoup faire attention à cette situation-là, puisque il y a une partie des conservateurs. En fait, les conservateurs réussissent à aller capter une partie de la colère des classes populaires et des groupes qui sont moins bien nantis. Il ne faut pas penser que les pauvres se rangent massivement du côté des forces de gauche et progressistes. Non, il y a beaucoup de gens faiblement nantis qui, des fois, sont séduits par les discours des partis de droite. Mais ça, on se trouve dans un appui idéologique où là, l'appui idéologique peut t'amener à te dire en faveur de quelque chose qui, au final, va te revenir dans les dents. Un exemple classique, c'est un immigrant, mettons, un- quelqu'un aux États-Unis qui appartient, dont la situation n'est pas régulière, qui est pour Trump, qui se prononce comme trumpiste, puis le jour 1 que Trump est élu, ben, le ICE vient le chercher, le questionner et le déporte. Donc, il y a toute ce rapport-là entre la cohérence idéologique puis l'appui des gens qui te font élire. C'est une espèce de naïveté politique quasiment, là, ou une espèce de manque d'analyse quand même très, c'est triste là, de voir quel résultat que ça peut donner pour une grande partie de la population faiblement nantie, comme tu le décris. Alors là, pour la santé, on essaie de faire une conférence de presse lundi. On essaie d'en parler sur nos différentes plateformes. On vous parle aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les acquis restent en place et qu'on ralentisse le fait que le privé gruge à tout point de vue dans toutes les juridictions? Je ne sais pas si on peut comme fermer notre intervention aujourd'hui sur la question de la privatisation, parce que c'est un gros problème au Québec, tu l'as bien décrit, c'est un problème en Alberta. En Ontario, c'est très grave, c'est très avancé aussi. Qu'est-ce que c'est qui est la meilleure façon d'aborder ce problème-là? Anne Plourde en a parlé dans son livre. Je ne sais pas ce que tu suggères comme outil. Ben, la première chose, c'est un engagement à déprivatiser le système. Il y a un rapport d'une coroner au Québec qui a une recommandation très claire: déprivatiser le système de santé et services sociaux, notamment au niveau de l'hébergement longue durée. Ouais. Donc, à quelque part, il faut que les gouvernements s'engagent à non seulement maintenir le caractère public, universel du système de santé, mais le renforce. Il ne s'agit pas juste de préserver quelque chose. Là, il s'agit de réparer quelque chose. Le système public a été endommagé par des décennies de privatisation et là, il y a des actes législatifs à faire. Il y a des garde-fous, il y a, tu sais, la loi de 70 qu'on a votée au Québec pour créer le système de la santé et l'assurance maladie, elle a laissé des portes ouvertes pour le privé. Il, il serait temps de les fermer. Tu sais, que les médecins au Québec soient des entrepreneurs et soient rémunérés à l'acte, ça, c'est un problème. Et c'est un problème, ce n'est pas un problème récent, c'est un problème depuis le début. Donc, de revenir à la loi de 70, d'identifier les portes et les couloirs par lesquels le privé est parvenu à rentrer, à se faufiler, puis les colmater. Bon, ben, merci beaucoup, Maxime. C'est vraiment très agréable de te parler. Puis
je te remercie aussi d'avoir été notre première invitée de langue française, Ça m'a fait plaisir. avec qui on a pu s'entretenir entièrement en français. Ce serait un exercice à répéter avec le temps. Puis, on apprécie beaucoup ton intelligence et ton habileté. Tu es un communicateur hors pair. Tu devrais être à la radio et à la télé, à mon avis, parce qu'il manque de commentateurs de gauche et d'une façon assez criante. Lorsque j'écoute la couverture des médias francophones à Montréal, je suis comme, mais là, c'est tous des libéraux puis des conservateurs. Ouais, Euh, les libéraux prennent la place de ceux de gauche souvent. oui, c'est ça. C'est ça qui est Les arrivé. libéraux représentent la gauche. Oui, et c'est complètement, mais vraiment pas ça, c'est vraiment pas le cas. Petit commentaire de notre amie Sophie Verdon qui dit merci, très intéressant. On lâche pas la mobilisation. Alors, on te remercie beaucoup, Sophie, une bonne amie qu'on admire. Et Henri Sader qui dit il y aura un exemple inspirant de synergie suffisamment harmonieuse entre un système de santé universel public et le secteur privé qui ne nuit pas au mandat universel à but non lucratif du système de santé publique tout en améliorant son efficacité, point d'interrogation. Je ne sais pas comment tu vois ça, parce que ça, c'est un point de vue quand même assez... Ouais, ben en fait, juste pour préciser, nous à l'IRIS, généralement, ce qu'on va s'opposer, c'est la présence du secteur privé à but lucratif. c'est ça. Donc, on exclut le secteur non lucratif. Tu sais, une OSBL, une OBNL, tu sais, une organisation, un organisme qui gérait des services de santé dans un but à non lucratif, ça nous pose pas de problème. C'est vraiment quand c'est un secteur privé à but lucratif. Genre, le réseau du docteur Lacroix où on sort une carte de crédit, C'est ça. il y a Quand une le but, c'est de portée, faire de l'argent, nous, on est en désaccord. c'est ça. Et on considère qu'il n'y a comme pas de conciliation vraiment possible sans que ça endommage le système public à moyen et long terme. C'est ça. Et on vous rejoint là-dessus, c'est clair, à la Coalition canadienne de la santé. Et on sait que ça peut se faire. Il y a des pays, le Danemark, tu sais, il y a des pays où on fonctionne comme ça, puis ça marche très bien. C'est Ouais, pas vrai que... plusieurs coopératives, il y a plusieurs modèles de coopératives qui peuvent être intégrés à condition que ce ne soient pas des coopératives dans le but de faire de l'argent. C'est ça, voilà. Alors, merci beaucoup, Maxime. Là, on continue à militer puis à faire ce qu'on peut, puis on regarde les élections et on essaie de s'impliquer peut-être un peu aussi. Moi, je vais aller mettre des affiches ce week-end. Puis, tu sais, on est à mi-chemin, ça fait que c'est le 28. C'est possible de voter, c'est ce que je voulais dire en terminant, c'est possible de voter maintenant, pas besoin attendre à l'élection participation organisée. On peut se rendre sur les lieux d'Élection Canada et voter là aujourd'hui si on le veut. Parce que la question de la participation est super importante. Ce serait très important que les gens prennent la peine de se déplacer puis incitent leurs proches et leurs amis de le faire aussi. Ça, c'est une élection qui est aussi importante que celle de 1888, sinon plus importante. Alors, c'est ça. Alors, sur ce, je remercie Tracy Glynn qui s'est occupée du côté technique et qui est tout le temps fidèle au poste, mais vraiment un excellent collègue que j'estime beaucoup. Une fois de plus, je te remercie beaucoup, Maxime. On va certainement se reparler. Puis merci à tous ceux et celles qui ont assisté à notre premier webinaire dans la langue de Molière. Voilà. Alors, bonne journée. Merci Merci tout le à monde. tous et à toutes. Bye. Bye bye.